Bernard-Henri Lévy est donc avec nous ce matin, je le remercie, bonjour. Bonjour. Et ce soir sera diffusé sur Canal un film que vous avez co-réalisé avec Marc Roussel, c'est à 21h05, qui s'appelle Une autre idée du monde. Nigeria, Ukraine, Somalie, Grèce, Bangladesh, Kurdistan, Libye, Afghanistan. C'est les guerres oubliées. Et vous êtes sur le terrain et vous rapportez ces témoignages sur ce qui se passe dans ce monde. Et le film commence... que vous êtes, on vous apprend une nouvelle fois, quelqu'un vient vers vous et vous apprend qu'une nouvelle fois, il faut peut-être que vous témoigniez, que vous y alliez, et vous dites d'abord y aller. Voilà, d'abord y aller. Ce qui semble être votre fil conducteur depuis autant d'années, d'abord être sur le terrain. Oui, surtout quand on vient me parler, comme ce jour-là, d'une histoire dont personne n'a entendu parler. Parce que ce jour-là, à New York, on vient me parler du massacre des chrétiens au Nigeria. Et franchement, je ne suis pas très savant peut-être, mais j'en avais pas entendu parler. Il n'y en a pas d'image. Je cherche aussitôt d'ailleurs, quand ce monsieur vient me voir avec ses photos terribles, je fais ce qu'on fait tous, je vais sur Google, je vais sur YouTube, et je m'aperçois que ce massacre à petit feu des chrétiens du Nigeria, il est totalement passé sous les radars des médias et de l'attention mondiale. Donc là, quand je suis face à ça, en effet, je veux y aller. Alors j'ai vu moi ce film il y a 8 jours et je vous disais avant de... En fait, ces images te hantent. C'est-à-dire qu'il sera diffusé ce soir à 21h. On ne peut plus les oublier, ces images. Et on va voir un premier extrait qui est absolument un des extraits les plus terribles d'ailleurs. C'est cette jeune femme qui s'appelle Jouba, hein, je pense. Joumaï Victor, oui. Voilà, Joumaï Victor. Et ce qui lui est arrivé est tellement invraisemblable, tellement tragique, tellement abominable, qu'ensuite, on ne peut plus oublier son témoignage. Je vous propose de voir quelques secondes cet extrait. Ces chrétiens oubliés du monde. Alors comment oublier le calvaire de cette femme, la trajectoire de cette femme? Et ce qui est très fort, je trouve, dans votre film, c'est qu'effectivement, il y a aussi un miroir sur ce que nous sommes, sur ce que sont les hommes, sur ce qu'ils sont capables de faire. Il y a deux choses. Il y a en effet ce que les hommes sont capables de faire aux hommes, l'inhumanité, qui est pour moi un abîme qui me plonge depuis ma jeunesse dans la stupeur. Je suis toujours surpris de la sauvagerie possible des hommes. Je suis surpris par l'invention des humains en matière de torture et de mal. Et ce film, c'est ça qu'il raconte. C'est ça qu'il raconte, je ne veux pas en dire plus, je veux que les gens le voient ce soir. Il raconte comment les humains sont incroyablement imaginatifs pour détruire, humilier, torturer, martyriser les autres humains. Voilà, ça c'est la première chose. Puis l'autre chose, tout de même, moi, qui me bouleverse, c'est que quand je rentre de ça, quand je rentre de ces récits, parce que Joumaï Victor, hélas, il y en a beaucoup. Il y en a des milliers, des dizaines de milliers de jeunes femmes comme celle-là, éventrées, ou quand on n'ose pas les éventrer, débitées à la machette. J'arrive à Paris, et j'arrive un samedi, un jour de gilet jaune. Et c'est vrai que là, d'un côté, ces rues de Paris, enfin certaines rues de Paris en feu, du fait des gilets jaunes, et de l'autre, ce Nigeria que j'ai laissé. Il y a quelque chose dans ma tête là je me dis ça va pas, ça va pas. Il y a pas deux humanités, il y a une humanité. Et cette humanité, il faut qu'elle retrouve le sens de la fraternité, quoi. Faut également citer Olivier Royan, hein, qui était le directeur de Paris Match et qui vous a accompagné dans tous ces récits qui ont été aussi publiés par Paris Match. Je voulais qu'on voit un autre extrait parce qu'il y a beaucoup de visages d'enfants dans ce reportage, dans ce film. Des femmes et des enfants, voilà. Parce que c'est les grands sacrifiés de ces guerres oubliées, ces grands oubliés du monde, c'est bien souvent des enfants qui sont totalement innocents et qui sont tellement innocents qu'ils ne savent pas encore qu'ils sont en trop sur cette planète. Voilà. Et ces mêmes enfants qui seront peut-être eux-mêmes plus tard des
des gens qui tortureront ou qui feront des choses abominables. C'est ça aussi le paradoxe. Ou qui seront torturés. Ou qui seront torturés, vous savez, ou qui le sont déjà. Moi, j'ai passé quelques jours au camp de réfugiés de Lesbos. Et on va voir cet extrait. Et vraiment, je ne suis pas prêt d'oublier ça. Et quand je disais ce film, les images vous hantent véritablement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vu ces images, vous ne pouvez plus les oublier. Le camp de Lesbos. Je me demande parfois ce que je fais dans ce camp, écrivez-vous dans le film. Je ne sais pas si c'est sur ce camp de Lesbos ou un autre camp. Et effectivement, ça pose la question, pourquoi ? Oui, parce que bien sûr, je suis fatigué. Parce que bien sûr, je préfère la compagnie de ma famille à des scènes de misère comme celle-là. Et bien sûr, ça va me hanter. Mais ces images-là, en même temps, on ne les a pas vues. Encore une fois, on n'a pas vu ça. De même qu'on n'a pas vu les images de la ville fantôme de Mogadiscio qu'on verra plus tard dans le film. Et je crois qu'il faut le voir. Parce que là, il n'y a plus, face à ça, face à ce petit garçon qui tend le pouce derrière son grillage en disant « thank you », alors qu'il va être bientôt réduit à je ne sais quoi, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus tout ça. Est-ce qu'on prend cette petite main ou est-ce qu'on la refuse? Est-ce qu'on est encore un peu la patrie de Victor Hugo ou est-ce qu'on est d'une froideur de cœur inhumaine? C'est ça la seule question. Voilà. Moi, c'est ça que je veux dire dans ce film. C'est cette question que je veux poser. Et il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de querelle parisienne. Je suis d'accord avec vous, mais au-delà de ça, de votre engagement personnel, comment vous expliquez que vous, depuis toujours, êtes touché par cela au point d'être dans le monde entier pour vouloir témoigner? On ne sait même pas si c'est efficace tout le temps, parfois ça l'est, parfois ça l'est moins. Est-ce qu'il y a un progrès dans la civilisation? Ou est-ce que les hommes sont mieux en 2021 qu'ils ne l'étaient en 1921? Pourquoi? Je suis citoyen d'un pays, la France, dont c'est un peu la vocation. La France, elle est grande quand elle est fidèle à ça. C'est-à-dire à l'idée qu'elle est la patrie des Lumières, qu'elle est la patrie des droits de l'homme, et que face au camp de Lesbos, elle a un devoir d'hospitalité. Je suis français. Et par ailleurs, je suis juif. Et juif, ça veut dire que je suis obsédé par l'idée de réparation du monde. Ça, c'est... La pensée juive appelle ça le tikkun olam, la réparation du monde. Le monde a été créé, mais il appartient aux hommes de le réparer. Il a été créé imparfait. Il n'a pas été donné, c'est la grande différence avec les fondamentalistes, les intégristes, il n'a pas été donné immaculé, impeccable, parfait. Il a été donné tout bancal. Et les humains sont les associés de Dieu dans cette création. Moi, je suis obsédé par ça. Mais je me suis parfois identifié, on s'identifie à vous, et on se dit, par exemple, j'ai pensé à vos enfants, votre femme, etc. Il n'y en a pas un moment où ils vous disent, mais... Voilà, pense à nous, reste avec nous, tu t'es baladé dans le monde entier, mais nous on est là aussi. Et ce que font les vies classiques, les vies normales, les gens s'occupent de leurs enfants, ils restent ensemble, etc. Est-ce qu'il y a eu parfois ces reproches qui ont pu être faits? Bien sûr, et c'est vrai que ce film-ci, celui d'aujourd'hui, il est un peu fou, je dois dire. J'ai passé cette année 2020, l'année du tournage, dans un état bizarre. Et c'est vrai que j'avais cette obsession d'aller dans tous les lieux où on ne va pas, de rapporter des images qu'on n'a pas vues et tout ça. Mais ma famille, mes enfants, ma femme, je crois qu'ils ont fini par le comprendre. Bien sûr qu'ils étaient... Oui, ils auraient préféré me voir auprès d'eux. Pardonnez-moi de poser des questions aussi prosaïques, peut-être, mais en voyant ça aussi, on s'interroge sur celui qui filme. Celui qui filme, il pense qu'il a... Celui qui filme, alors, il est le fils, c'est-à-dire moi, et mes camarades. J'avais un merveilleux jeune caméraman, Olivier Jacquin, qui a accepté, lui, de prendre ses risques avec moi pour ses propres raisons, Marc Roussel. Mais il y a aussi des choses dans l'inconscient familial des uns et des autres. Moi, je suis le fils d'un grand Français, c'est-à-dire un Français libre. Un homme qui s'est engagé dans l'armée d'Afrique très jeune, dans l'armée gaulliste, et qui est un des héros de Monte Cassino. Monte Cassino, c'est, vous le savez, mais je le dis pour les téléspectateurs, c'est une des batailles les plus terribles de la Seconde Guerre mondiale et décisive pour la libération de la France. Et
parmi ceux qui ont débouté les Allemands de Monte Cassino, il y avait des Polonais, il y avait des tabors marocains et il y avait ce qu'on appelait des juifs indigènes, c'est-à-dire des Français juifs déchus de leur nationalité française par Vichy. Et mon père était de ceux-là. Et vous en parlez d'ailleurs. Décoré, voilà, décoré par une légende de la France libre qui est le général Diego Brosset pour ses hauts faits. Ben, j'ai cette idée en tête. Pour moi, ce père magnifique, héroïque, grand français, ben, comme quand j'avais 18 ans et que je partais au Bangladesh pour qu'il soit fier de moi, j'ai un peu plus que 18 ans aujourd'hui, mais c'est lui. Et vous en parlez d'ailleurs sur la route des hommes sans nom. Et effectivement. Alors, il y a un autre extrait que je voulais vous montrer, c'est parce que vous prenez des risques, on va voir, vous êtes dans une embuscade quand même. Vous êtes là en Libye, vous retournez en Libye. Ça, je ne l'ai pas fait exprès. Non, je suis d'accord avec vous, mais bon. Ça, je ne suis pas allé la chercher. Là, votre vie, ça tire de tous les côtés. Parce qu'on a repéré vos voitures avec les portables, etc. Voyez cet extrait de l'embuscade en Syrie. Là, vous échappez manifestement de très près à ce qui aurait pu être quelque chose de dramatique. Il faudra raconter ce chaos, écrivez-vous également dans le film, mais qui entendra ? Qui sait que la Somalie existe encore ? Lorsque vous arrivez au Bangladesh, vous n'étiez pas retourné depuis automne 71, et dans le documentaire, dans le film, vous dites « c'est moi qui, en revanche, ne me souvenais pas d'autant de misère ». Et puis, vous avez une scène à l'école où vous venez témoigner auprès de jeunes étudiants, hein. Ce sont des étudiants qui sont là. Oui, des jeunes ados. Oui. Ouais. La grande colère des choses, écrivez-vous, et vous dites quand vous revenez, vous passez par plusieurs étapes, quand vous revenez de ces guerres oubliées, tristesse, culpabilité, hyper-culpabilité. Oui, parce que même quand on fait les choses à peu près bien, même quand on a le sentiment d'avoir fait son devoir, on n'en a jamais fait assez. Il y a toujours un moment terrible. J'imagine pour tous les reporters, en tout cas pour moi. C'est le moment où on s'en va. C'est le moment où on sait qu'on a son passeport dans la poche et que même si on a brisé le pain, partagé les nuits, partagé les épreuves avec une bande de jeunes hommes ou un groupe de jeunes femmes combattantes, on sait qu'on va rentrer à Paris. Et ce moment-là, il est terrible parce qu'on les laisse là. Et moi, je file vers la civilisation et vers le bonheur de vivre. Et ce moment-là, c'est vrai que je ne m'y fais pas, ça me déchire à chaque fois. Il y a beaucoup de choses qu'on verra ce soir. Drôle d'époque où, face à l'islamisme, qui est un autre fascisme, on se borne à des bougies. Ça, c'est une critique très précise. Que vous faites à nos sociétés. Il y a quelqu'un qui vous dit, alors il y a des tombes sans nom, c'est au Kurdistan irakien, ne nous abandonnez pas. Ne nous abandonnez pas. C'est la fin du film. Il y a également le film, évidemment, vous rencontrez le fils Ahmad Massoud. Vous voyez cette séquence, c'est prodigieux, la manière dont il raconte comment son père est mort. Et je crois que c'est la première fois. Je crois que c'est la première fois qu'est racontée. Avec autant de détails presque insoutenables, d'ailleurs graphiques, la mort de cette légende qui était le commandant Massoud. Qui lui ressemble d'ailleurs à Ahmad Massoud. Il lui ressemble comme un petit frère. Et moi qui ai connu d'ailleurs le commandant Massoud à son âge, j'ai une impression, ça aussi c'est la bizarrerie de ce film, il y a des moments où j'ai l'impression d'être dans l'hallucination. Je suis face à Massoud le jeune, mais j'ai l'impression que c'est Massoud l'ancien quand j'étais moi-même un jeune homme. Il y a des espèces de carambolages de mémoire dans ce film qui moi-même me trouble quand je le revois. Et c'est une scène très très forte, et puis il a un charisme très fort, le fils de Massoud, et puis il parle devant des amis, il dit c'est Bernard-Henri Lévy, des gens. C'est vraiment des scènes tout à fait c'est une scène, je voudrais que ça soit une scène un peu digne des cavaliers de Kessel, qui est pour moi un de mes modèles. Moi j'ai trois modèles dans ce film, des modèles littéraires et un peu cinématographiques. Malraux à cause de l'espoir, Byron à cause de la lutte pour l'indépendance des Grecs, et Joseph Kessel, les cavaliers. C'est ça les grands modèles d'écrivains aventuriers. Vous serez un grand modèle, mais vous savez quand je serai mort. Ah bah oui, attendez, vous ne pouvez pas tout avoir. Non, je suis pas pressé. Je veux dire, voilà, maintenant, quand vous serez mort, on dira Bernard Lévy était formidable, mais on dira que c'était pas si mal. Ah oui, formidable, on verra, mais pas si mal, on le dira peut-être. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez fait une émission de télévision ?
la première émission de télévision, le premier document qui sort à l'INA. C'est un document qui date précisément... Non, apostrophe, là, c'est quand vous explosez tout. On va le voir aussi. Oui. Mais on est le 19 mars 1975. Et vous parlez de quoi? Parce qu'en fait, vous êtes un sentimental. C'est ça la vérité. Vous parlez de la fidélité dans l'amour. Alors, moi, je voudrais savoir ce que BHL, en 2021, pense de BHL le 19 mars 1975 sur la fidélité dans l'amour. Écoutez ce document. Vous êtes fidèle? Écoutez, oui. Je n'ai aucun souvenir de cette émission. Oui. Alors vraiment, j'ai l'impression que c'est un ovni. Mais je répéterai la même chose aujourd'hui. Franchement, je me sens absolument raccord avec ce jeune personnage. Absolument raccord. Et je crois à la fidélité en général. Et je trouve que la thèse là, c'est-à-dire que la fidélité, c'est possible quand une femme et un rendez-vous de toutes sortes de femmes, je crois que cette théorie est juste, franchement. Bon, et d'ailleurs, dans le film de Canal, qu'on verra ce soir, Une autre idée du monde, à un moment, vous dites régulièrement, quand je reviens de voyage, je vais me ressourcer dans un village de France qu'on devine, pour tout vous dire, et au fond du plan, on voit une silhouette qui passe. Et on imagine que c'est... On reconnaît même. On peut Ariel Dombal. On peut dire que c'est Ariel Dombal qui passe comme ça, comme une apparition. Une apparition. C'est cela que j'ai voulu dans cette scène du film, qu'elle apparaisse. Et qui est très belle, très belle. Comme un ange. Ariel Dombal, bien sûr, mais la scène aussi est très belle. J'ai voulu qu'elle apparaisse comme un ange dans cet univers de brut, dans ce monde de férocité, dans ces images atroces qui s'enfilent pendant 1h30, il y a quelques moments. Il y a cette scène des enfants dans cette classe de lycée, et puis il y a cette apparition angélique, il y en a quelques autres qui sont des moments de grâce. Le deuxième archive que je voulais vous proposer, alors elle est plus célèbre, c'est évidemment c'est la fameuse émission d'Apostrophe qui est datée du 27 mai 77. Celle-là, je la connais. Alors celle-là, évidemment, il y a quand même des gens dans la vie qui ont de la chance. Oui, mais alors... 40 ans. Vous êtes jeune, vous êtes d'une famille plutôt aisée, disons-le. Vous faites normal sub, donc vous n'y êtes pour rien, mais on vous a donné quand même une intelligence qui est peu commune. Bon, vous êtes quand même béni des dieux, quoi. Il y a des gens qui sont nés avec moins de chance dans la vie. Et là, on va voir cette image où, alors là, effectivement, là, ce jour-là, vous avez marqué des points. Est-ce que le monde va mieux qu'en 77? Non, le monde ne va pas mieux. On en est au même point, c'est-à-dire que la barbarie est la règle, la résistance est l'exception, et cette résistance, il faut la célébrer partout où elle existe. Et moi, j'ai fait, c'est d'ailleurs bizarre, ce film de ce soir, il est en écho à ça. Évidemment. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais dans... Vous êtes le même, c'est ça qui est frappant. Moi, j'ai regardé beaucoup de documentaires, il y a une ligne directrice qui est très forte. Parce que ce qui m'intéresse dans le film de ce soir, c'est pas de pleurer, c'est de célébrer les femmes kurdes qui se battent contre Erdogan, les civils de Mogadiscio qui se battent contre une ville qui est en train de leur tomber sur la tête. Ce qui m'intéresse, c'est les gens dans les tranchées ukrainiennes dont j'ai partagé la vie et qui luttent pied à pied contre Poutine et contre ces escadrons de la mort. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui résistent. Voilà. Ça, et de ce point de vue-là, une autre idée du monde, et la barbarie à visage humain, il y a une continuité pour moi absolue. Autre document que j'ai retrouvé, qui est tout à fait anecdotique, mais très intéressant néanmoins. Là, on est en 84. On est en 84 et on parle des faits divers. Et on vous demande votre interprétation des faits divers. C'est très très intéressant ce que vous dites sur les faits divers parce que on pourrait dire exactement la même chose 37 ans plus tard. Écoutez. J'ai trouvé que cette séquence anecdotique, peut-être dans tout ce que vous avez dit, mais elle entrait également en écho avec la période que nous vivons, sur l'idéologie sécuritaire, pourquoi pas, sur le laxisme, pourquoi pas. On est en 84. Ben oui, et là non plus, je n'ai pas changé d'avis. Je n'ai pas changé d'avis. Oui. Et les faits divers sont parfois exploités. Et les faits divers sont des plongées dans l'inconscient des sociétés et qui vomissent comme ça parfois une espèce de vérité sociale enfouie.
et qui dit la vérité, bien sûr, c'est totalement exact. Merci Bernard-Henri Lévy. Et ce soir, il y avait un autre extrait, mais je crois qu'on n'a plus le temps parce que vous êtes parfois en colère sur les plateaux de télévision. Il y avait, alors, je l'avais vécu en direct, celui-là, avec Maurice Bardèche. Mais on n'a pas le droit, malheureusement, de le revoir. Et vous étiez indigné à juste raison. Je m'indigne souvent. Mais il y a des moments aussi où je suis plus satisfait, où je m'indigne. Je ne suis pas toujours dans l'indignation. Merci en tout cas. Merci et regardez vraiment ce film, ce documentaire, 21h05 sur Canal ce soir. C'est douloureux, c'est un film, je l'ai dit, tragique. Je pense qu'il est essentiel, je pense que c'est essentiel de regarder. En tout cas, c'est des images qu'on n'a pas vues. Voilà, c'est ça ma fierté. Et la fierté de Marc Roussel, c'est que pour la plupart d'entre elles, c'est des images qui n'ont pas été vues. Voilà. Audrey Siraka était à la réalisation avec nous et je la remercie également. Ludovic Liébar était à la vision, Antoine Bounour était au son. Merci évidemment à Marine Lançon et à Victoria Solano. Et donc rendez-vous ce soir à 21h05 sur Canal. Jean-Marc Morandini qui me pardonne dans quelques secondes avec quelques minutes de retard.